pour rentrer dans cette deuxième table ronde qui, justement, va essayer de réfléchir sur les conditions, en fait, de la crise et ce qui, d'ailleurs, détermine d'une certaine manière aussi l'engagement militaire, non militaire, ou en tout cas les termes de la résolution de la crise et du conflit telle qu'elle pourrait essayer de voir le jour. Et effectivement, revenir sur une approche comparative comme on a essayé de le faire, même si ce n'est jamais forcément très simple. Comme je le disais en conclusion un peu de cette dernière table ronde, de la dernière table ronde, la crise syrienne se distingue de la crise libyenne par la nature même de la situation du peuple syrien vis-à-vis de son régime, et sans doute également par la nature même de la structure de cette population. Autant Kadhafi, c'était finalement une bande qui s'était emparée, et qu'on peut dire un groupe, une assabiya, comme disent les spécialistes, qui a pris le contrôle de la Libye à travers ensuite le constituant à travers les allégeances tribales. Autant la situation est beaucoup plus complexe dans la dimension syrienne qui introduit des éléments beaucoup plus difficiles dans l'appréhension et donc dans la prise de décision que celle-ci pourrait générer. On peut discuter, on le verra tout à l'heure, de l'engagement russe vis-à-vis de la Syrie. On peut discuter aussi de certaines réticences d'autres puissances. Tout le monde a bien conscience que mettre le doigt dans un engrenage syrien, c'est autrement plus engageant, difficile et, je dirais, et pour lesquels les conséquences géostratégiques globales sont telles que, je dirais, la prudence la plus élémentaire est de mise. Ceci explique le caractère tardif avec lequel la communauté internationale est rentrée dans cette crise, ça c'est le premier point. Et ceci explique aussi pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de véritable solution. Mais voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, je donne immédiatement la parole à Joseph Baout qui est chercheur au CERI et également à l'Académie diplomatique internationale, et je le remercie très chaleureusement d'être venu à notre invitation. Merci Monsieur Daguzan, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. En fait, je vais très vite partir dans mon propos sur le dernier point que vous avez soulevé en conclusion de la première table ronde. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais avant cela, pour introduire mon propos, je dirais de façon générale que si l'on est dans cette table ronde supposé parler de ce qui distingue en fait le cas syrien du cas libyen, je crois que ce qui distinguerait le cas syrien du cas libyen, c'est ce qui distingue aussi le cas syrien de l'ensemble des autres cas de révolution arabe que l'on a vu jusqu'à maintenant, plus ou moins ces révolutions arabes que l'on appelle réussies, c'est-à-dire celles qui ont abouti, essentiellement l'Égypte, la Tunisie, même le Yémen et le Bahreïn, même si le Bahreïn, on n'en sait pas grand-chose jusqu'aujourd'hui. Dans ce sens que les différences que je vais évoquer avec la Libye sont peut-être des différences que l'on peut aussi opposer aux autres cas. Alors ces différences, je les placerai sous deux grands chapitres, celle des structures internes tout d'abord et celle de l'environnement géopolitique ensuite. Alors justement, sur ces structures internes, le premier le point sur lequel je reviendrai, c'est celui sur lequel Jean-François Daguzan a conclu son propos, c'est-à-dire la dimension communautaire, clanique, etc. Mais avant cela, je dirais qu'il y a d'abord une grande différence avec la Libye, c'est que la Syrie se distingue par l'existence de ce qu'on appelle, et c'est un mot peut-être un tout petit peu galvaudé dans la région du Grand Proche-Orient, se distingue par l'existence de ce qu'on pourrait appeler un État profond, c'est-à-dire un peu ce deep state à la turque ou à l'égyptienne, même s'il faut le relativiser dans le cas de la Syrie. Alors qu'est-ce que cela veut dire tout d'abord ? C'est-à-dire par rapport justement à ce que vient de décrire Jean-François Daguzan, c'est-à-dire un État un tout petit peu
ubuesque ou peut-être même carnavalesque dans le cas de la Libye de Kadhafi, malgré l'aspect clanique et parfois dévoyé du pouvoir en Syrie, il s'agit d'un vrai État, c'est-à-dire d'un État qui a quand même des structures assez profondes, d'un État bassiste, évidemment, qui s'est sédimenté à partir des années 60, depuis 1963, qui s'est ossifié, qui s'est densifié et qui a pris racine dans la société, nonobstant parfois les caractères de juxtaposition ou d'autonomie par rapport à la société. C'est-à-dire cet État, il a d'abord un appareil extrêmement puissant qui est celui du parti, même si c'est un parti aujourd'hui, ou les dernières décennies, un tout petit peu godillot, mais un parti qui a quand même ramifié la société très profondément. On parle, les chiffres sont imprécis, mais on parle de 1 à 2 millions de bassistes. Alors bien évidemment, tout le monde est un peu bassiste par commodité en Syrie, même un professeur d'université, pour obtenir son avancement, doit avoir sa carte. Bon, on peut voir ça peut-être dans d'autres pays un tout petit peu plus proches de nous, mais c'est une autre question. Donc un parti syndicat aussi, un parti extrêmement présent dans les villages, un parti donc qui assure la fonction de contrôle social au niveau le plus proximal par rapport aux citoyens. Donc ça fait déjà un État qui a capillarisé, disons, sa structure au plus profond de la construction sociale. Deuxièmement, c'est un État, donc ce Deep State, c'est un État mukhabarat, un État service de renseignement, l'appareil de sécurité syrien, qui est un vrai appareil de sécurité. C'est-à-dire que les renseignements syriens sont probablement, dans le monde arabe en tout cas, parmi les plus efficaces et les plus redoutés. Leur gestion de la question libanaise en atteste, leur gestion de la question palestinienne en atteste, leur gestion des négociations interminables avec Israël en atteste. Donc on a aussi un appareil de sécurité extrêmement puissant, très sophistiqué, probablement qui est le produit le plus, j'emploierai le terme avec toute la neutralité, disons, éthique ou normative qui s'impose, mais qui est construit avec toute la brillance du machiavélisme de Hafez al-Assad pendant 3 décennies ou 4 décennies, c'est-à-dire des services enchevêtrés qui s'espionnent les uns les autres, qui impose un contrôle quasi total de la société syrienne au plus profond, et donc un appareil sécuritaire qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de déconstruire, de dépecer et de renverser. Et pratiquement, c'est lui qui aujourd'hui, en fait, opère la majeure partie de la répression derrière l'apparence de ce qu'on voit, c'est-à-dire les frappes armées, etc. Mais c'est un maillage social extrêmement précis et extrêmement redoutable de la part de ces services. Alors bien entendu, j'y reviendrai par la suite, ces services sont aussi appuyés sur la asabiya clanique et la asabiya communautaire essentiellement alaouite. Troisième élément de cette construction de l'État profond syrien qui le rend aussi très différent du cas libyen et qui le rend différent du cas égyptien, entre autres, c'est qu'on a affaire à une armée de type très particulier. Alors, on peut dire que l'armée égyptienne s'est comportée très vite, au bout de 2-3 semaines de révolution ou de contestation, en armée républicaine, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a choisi de décapiter la tête du système, le chef, pour préserver la machine, pour préserver le cœur du réacteur, pour préserver en fait l'État profond. En Syrie, on a affaire à la fois à une armée qui fonctionne comme cela, c'est-à-dire qui fonctionne aujourd'hui sur le thème, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un tout petit peu soviétique, de la défense de cet État profond, en appliquant d'ailleurs des doctrines très soviétiques, des doctrines militaires très soviétiques. C'est Grozny, en fait. C'est un coup de feu part d'un quartier, on rase le quartier. Mais aussi, c'est une armée, alors c'est là le paradoxe, c'est une armée à la fois républicaine et très prétorienne, c'est-à-dire qui peut se transmuer aussi du fait de sa construction clanique et communautaire, et c'est là aussi le côté brillamment machiavélique de Hafez al-Assad, qui est lui-même issu de cette armée, donc une armée qui est aussi en charge de la défense des intérêts du régime. Et donc on a ce couple État-régime-clan, enfin ce tripode État-régime-clan qui fonctionne de façon extrêmement complexe, extrêmement nuancée, qui le rend aussi très difficile à déconstruire. Ce qui pose un problème, mais là je reviens un tout petit peu à ce qui a été dit ce matin, mais j'ouvre une fenêtre sur peut-être le débat et sur d'autres interventions, ce qui pose le vrai problème dès maintenant de que faire de cette armée une fois que le régime Assad sera
mis à terre ou se sera effondré. Parce que je pense que le sens de l'histoire montre que ce régime va un jour finir, peut-être avec des prix et des coûts effroyables. On aura peut-être une Syrie délabrée, mais ce régime finira. La vraie question est de savoir comment traiter cette armée. Pour ceux d'entre vous qui se concentrent de près sur cette question syrienne, on sait qu'il y a déjà des travaux assez avancés dans les groupes d'opposition à l'étranger sur The Day After, les documents qui circulent, etc. C'est une des questions lancinantes qui mêle à la fois la question de la justice transitionnelle, de la démobilisation des forces armées, de leur déclanification, mais en même temps de la nécessité de préserver une institution militaire qui est en fait, au fond, peut-être le dernier et le seul creuset de l'unité dans un pays, au fond, très hétérogène. Ce qui me permet justement de passer à mon deuxième point dans ces structures internes. Alors, État profond tout d'abord. Deuxièmement, on a une structure de pouvoir qui est très particulière. On en a déjà, j'en ai déjà dit quelques mots. Une structure de pouvoir qu'on peut facilement et sans exagération décrire en clan avec tiré mafia. J'emploie le terme vraiment sans hésitation aujourd'hui. On aurait pu hésiter il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir... Alors là aussi, c'est un paradoxe, Jean-François Daguzan, c'est que c'est à la fois un petit groupe, comme dans le cas de Kadhafi, mais c'est un petit groupe qui a réussi, là encore... architecture brillante du fondateur en fait de la Syrie actuelle, Hafez Assad, qui a réussi à s'articuler quasi organiquement avec la communauté dont il est issu, c'est-à-dire la communauté alaouite. Alors, bien entendu, ici, mais on n'est pas dans un colloque sur la Syrie, donc je ne vais pas rentrer dans des détails micro-sociologique ou peut-être même ethno-anthropologique, il y a des nuances, c'est-à-dire la communauté alaouite n'est pas un monolithe, elle est traversée de clivages très profonds, tout d'abord dans sa structure de données, c'est-à-dire structure tribale divisée en segments tribaux eux-mêmes régionalisés, etc. Et que les coups d'État successifs depuis 1963 ont contribué à cliver très fortement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Hafez al-Assad en 1970 prend le pouvoir en renversant un autre clan de généraux alaouites qui sont en fait une tribu concurrente de la sienne, d'un village à côté, paradoxalement village dont il a choisi son épouse. Mais bon, ça devient très compliqué ici, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un cas de tribu soudée derrière le clan, mais en même temps, Assad a réussi à construire un lien organique entre le clan au pouvoir, c'est-à-dire une clique de 200 personnes probablement, mais qui a réussi à construire la perception ou la conviction auprès de la communauté que son sort dépend du sort du clan au pouvoir et du régime au pouvoir. Alors c'est là où j'ajoute une donnée qui est importante et on en arrive à ce que disait Jean-François Daguzan ce matin, c'est qu'il y a aussi derrière cette réalité une sédimentation historique très importante qui, si elle n'est pas prise en compte, peut conduire à d'effroyables erreurs humanitaires et sociales en Syrie demain, c'est-à-dire le fait que cette communauté, pour des raisons que nous connaissons bien en France, puisque nous en sommes un tout petit peu les acteurs indirects du temps du mandat, s'est construite sur un imaginaire, sur un récit de rancœur historique très profonde. C'est-à-dire les Alaouites, c'est un peu les derniers des derniers, c'est vraiment les cutéreux de la Syrie qui pendant 13 siècles sont considérés par la majorité sunnite comme d'horribles schismatiques de l'islam, qui sont au début du XXe siècle traités en quasi-esclavage, il faut le dire, jusqu'aux années 60. Que ce soit en Syrie ou au Liban, c'est la petite main-d'œuvre, c'est la domesticité dans les maisons bourgeoises de Beyrouth ou de Damas. Donc il y a vraiment tout ce socle de rancœur qui est accumulé et qui est renversé justement à partir du moment où le clan Assad arrive au pouvoir et donc répare une injustice historique. Aujourd'hui, la crainte qui traverse la communauté, c'est de revenir à cette condition-là. C'est une crainte complètement illusoire et fantasmatique, mais elle est là et il faut la traiter comme telle. C'est-à-dire dans la tête de tout capitaine alaouite ou de sa sœur, il y a l'idée que si on perd le pouvoir, on va revenir au statut de travailleur agricole, de constructeur de chantier à Beyrouth. La sœur sera de nouveau domestique dans les maisons des grandes familles d'Alep ou de Damas. C'est une construction mentale qui existe et personne n'y pourra rien si on ne la travaille pas.
Ce qui permet justement d'aborder ce troisième point de la structure interne. C'est une société, et c'est la grande différence avec la Libye et la Tunisie et l'Égypte, c'est une société hétérogène. Alors bien entendu, vous le savez, je ne fais que répéter des clichés, mais alors que la Tunisie, l'Égypte, la Libye, ce sont des États pratiquement à 98% de sunnites qui partagent plus ou moins les mêmes caractéristiques communautaires et religieuses, la Syrie, comme le Liban d'ailleurs, comme l'Irak, comme d'autres, c'est un peu la particularité mashrékite, c'est la mosaïque des communautés. Alors bien entendu, mosaïque des communautés islamiques, alors on a parlé des Alaouites, on peut parler des Druzes, des Ismaéliens, majorité sunnite, mais elle-même divisée entre sunnites arabes, sunnites kurdes. Et puis, il y a toute la myriade des communautés chrétiennes. Je vous épargnerai l'éventail. Je ne suis même pas sûr de pouvoir couvrir l'exhaustivité de ces familles spirituelles, comme on les appelle. Une affaire de 18 communautés, c'est-à-dire tout ce que le christianisme oriental compte comme petite famille. Syriaque orthodoxe, syriaque catholique, assyrien catholique, assyrien orthodoxe, arménien orthodoxe et catholique, maronite, grec orthodoxe, grec catholique, etc., etc. Alors tout ça aussi fait que nous sommes dans un cas très atypique par rapport à la Libye. C'est-à-dire nous sommes dans le cas d'une minorité au pouvoir. Très difficile de chiffrer la minorité alaouite. On peut parler de 9 à 12% pour être large et sûr, mais à laquelle s'agrègent beaucoup d'autres, disons, parties prenantes si ce n'est la survie du régime, mais en tout cas parties prenantes à cette crainte et à cette hantise de ce qui pourrait remplacer le régime. C'est-à-dire, en gros, les craintes minoritaires de l'islam non majoritaire ou des Kurdes, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes face à une donnée kurde qui renvoie pratiquement dos à dos l'armée syrienne libre et l'opposition et le régime Assad en proclamant une sorte d'autonomie ou d'autarcie de sa région. Une communauté chrétienne, il ne faut pas exagérer ce biais peut-être un tout petit peu médiatique parisien de dire que la communauté chrétienne est encore avec le régime, etc. Elle est très divisée. Nous savons, pour avoir vu certains de ces acteurs ici récemment, que beaucoup aujourd'hui ont basculé du côté de la révolution, mais il y a encore la crainte de ne pas savoir ce qui remplacera le pouvoir, et donc une sorte d'ambiguïté par rapport au régime. On peut multiplier justement l'énumération ici, mais tout cela pour dire, et ça me permettra de passer à mon deuxième grand chapitre des extensions régionales de la crise, c'est que cette structure hétérogène syrienne, aussi à la différence d'autres cas dans la région, elle a des ramifications transfrontalières. C'est-à-dire nous sommes aussi dans des problématiques ethnico-communautaires qui ne sont pas que syriennes. Si vous faites un tour au Liban aujourd'hui, vous verrez par exemple que la fièvre, l'angoisse extrêmement fiévreuse des chrétiens libanais, par exemple, par rapport à la question syrienne, est devenue quelque chose de proprement existentiel. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Idem pour les chiites en Irak. Je crois qu'on ne peut pas expliquer le comportement du régime maliki aujourd'hui en Irak, si l'on ne prend pas en compte le fait que la crainte du pouvoir chiite en Irak par rapport à un changement de régime syrien provient du fait qu'ils savent que le retour des sunnites au pouvoir à Damas voudra dire peut-être la fin de la parenthèse chiite en Irak et peut-être de la parenthèse kurde en Irak. Donc tout cela est extrêmement compliqué. Je ne parle pas de la Turquie dont la question alaouite se pose elle aussi. Alors juste pour conclure sur ce premier grand chapitre, c'est là je crois où je situerai vraiment la question que vous avez posée Jean-François ce matin, c'est-à-dire le nœud de la question alaouite. Et là, je vais très rapidement faire une petite incursion d'injonction politique ou de préconisation politique. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont passé pas mal de temps à réfléchir sur la façon dont on pourrait accélérer, abréger la souffrance de la Syrie, c'est-à-dire en gros décapiter ce régime, décapiter le clan. Je crois qu'aujourd'hui, le début on commence à voir le début d'une solution ou d'une recette, et c'est la suivante. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir trouver le moyen de découpler la communauté par rapport au clan. C'est exactement ce que vous disiez ce matin, c'est-à-dire pouvoir arriver à établir dans la communauté alaouite ou à renforcer quelque chose qui existe dans la communauté alaouite, c'est-à-dire convaincre les grands barons de la communauté, les grands segments tribaux de la communauté, les grands hommes d'affaires de la communauté, peut-être certains officiers qui n'ont pas trop de sang sur les mains dans la communauté,
que ce régime, ce clan Assad Makhlouf, c'est-à-dire la mafia qui, au fond, compte 100 personnes, pas plus que cela, 200 personnes au pire, au plus, conduit la communauté tout entière au suicide et à la mort, et que probablement, il est temps de sauter de ce navire pour assurer l'avenir. Le paradoxe, et là je vous fais part de témoignages que je peux les citer personnellement, de Alaouites qui ont envoyé des messages dans toutes les directions, entre autres à Paris, ici, ou en direction de l'opposition syrienne. Le grand paradoxe dans lequel se trouve cette communauté, c'est qu'elle est à la fois consciente que le comportement de ce clan l'a conduit au suicide collectif et probablement au pogrom, si ça continue comme cela, mais en même temps, elle demande à voir en face quelque chose de plus attirant que ce qu'elle voit, c'est-à-dire en gros, pour dire les choses très crûment, avoir une opposition qui est moins teintée d'islamisme sunnite pour pouvoir justement sauter de l'autre côté. Je crois que ça, c'est une construction à laquelle nos diplomates, nos stratèges, les gens de l'opposition syrienne, toutes les bonnes volontés qui voudraient abréger cette question qui devient terrible et horrible syrienne, devraient travailler. C'est-à-dire cette construction de garantie, cette construction qui consisterait à dire aux Alaouites justement que dans la Syrie de demain, ils seront partie prenante, ils seront partenaires, et non pas que la Syrie de demain voudra nécessairement dire un retour pour eux à la condition dans laquelle ils étaient avant le coup d'État du 8 mars 1963. Donc c'est un énorme chantier qui, là aussi, articule les questions de justice transitionnelle, de démobilisation, de garantie constitutionnelle, sans aller jusqu'à des constructions à la libanaise ou à l'irakienne, mais peut-être des garanties implicites, mais qui, justement, assureront ce découplage entre la communauté et le clan mafia au pouvoir qui, au fond, aujourd'hui, est en train de prendre cette communauté en otage et de s'en servir comme barricade. Un petit point juste de détail par rapport à ce qui a été dit ce matin. Je ne suis pas du tout versé dans les questions stratégiques, mais il me semble personnellement que la question des armes chimiques et bactériologiques est à examiner, entre autres, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, ce qui a été dit ce matin est tout à fait exact. Et j'ajouterais, je crois que c'était la question du sénateur de Villepin, je pense personnellement que si le régime, et c'est probablement quelque chose qui pourrait se faire dans quelques mois, se replierait sur son plan B, c'est-à-dire celui, lorsqu'il perdra le contrôle de la centralité d'Hamassen et Alépine, de se replier sur le canton alaouite, sur la côte et la montagne alaouite, je pense qu'à ce moment-là, l'utilisation, ou en tout cas l'agitation de l'utilisation de l'armement bactériochimique aux mains des troupes d'élite alaouites pourrait être l'arme de dissuasion ultime et peut-être ouvrir une négociation de type Dayton ou de type autre, etc. Je crois que c'est là qu'il faut aussi comprendre l'acception de l'arme bactériochimique dans la tête des caciques du régime. Alors, très rapidement maintenant, le contexte géopolitique qui est lui aussi extrêmement différent du cas libyen. Et là, je crois que je ne vais faire que répéter des clichés que vous connaissez et sur lesquels probablement mes collègues vont dire des choses plus intelligentes. Alors tout d'abord, on est déjà, je pense, tous d'accord et conscients que, et c'est la grande différence avec toutes les autres révolutions arabes, la question syrienne aujourd'hui n'est plus la seule question syrienne. Elle n'est peut-être même presque plus une question syrienne. C'est devenu une question régionale, malheureusement pour les Syriens. C'est-à-dire, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. La Syrie est structurellement, mais avec la révolution aujourd'hui, au carrefour des trois grandes tensions qui fabriquent au fond la géopolitique du monde arabe contemporain. C'est-à-dire en gros le grand conflit fondateur, le conflit israélo-arabe, le grand conflit depuis les années 70 arabo-arabe, c'est-à-dire en gros entre les États conservateurs que les Américains aiment bien appeler modérés et les États radicaux ou les États voyous, comme on les a appelés récemment, et la troisième grande ligne de clivage, qui est une ligne un peu surconstruite mais qui devient réelle et qui est probablement la ligne qui va informer cette région pour les décennies qui viennent, malheureusement, c'est la ligne de clivage sunnite-chiite, c'est-à-dire ce grand conflit qui est à la fois géopolitique entre l'Iran et ses voisins, mais qui est aussi, disons, communautaro, je ne veux pas dire théologique, mais sociologique, entre le sunnisme et le chiisme. Alors, sur l'israélo-arabe, je ne dirai pas grand-chose, je suis sûr que Frédéric va en parler
parfaitement et de façon exhaustive, mais je dirais juste très rapidement, je pense que la question des armes bactériochimiques à ce niveau est une menace un tout petit peu, à mon sens, exagérée. Lorsqu'on connaît la prudence avec laquelle le régime Assad, père et fils, a abordé la question israélienne jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut mettre quand même un bémol à ce risque-là. Malheureusement, le comportement du régime syrien par rapport à ces questions-là est bien plus un comportement irakien de type Halabja qu'un comportement de type justement confrontation avec l'ennemi israélien. Juste une chose sur ce point, une autre chose sur ce point, il ne faut pas non plus négliger dans cette question du conflit israélo-arabe par rapport à la Syrie la dimension palestinienne et ne pas sous-estimer l'utilisation ou l'instrumentalisation très cynique que pourrait faire le régime de Damas de certaines factions palestiniennes, que ce soit en Syrie ou au Liban. Je m'attarderai par contre un tout petit peu plus sur les deux autres aspects, c'est-à-dire sur le conflit arabo-arabe ou sur les tensions arabo-arabes et sur la tension sunnite-chiite à partir de cette question syrienne. Alors bien entendu, cet axe de conflit arabo-arabe il se déploie dans le temps lui aussi, c'est-à-dire qu'il commence en gros au tournant des années 70, après la guerre d'octobre, mais il devient beaucoup plus vivace avec une sédimentation, une accumulation de comptes à régler entre, disons en gros, pour faire schématique, la famille des États du Golfe, c'est-à-dire essentiellement aujourd'hui le Qatar et l'Arabie saoudite, et la Syrie, sur un ensemble de questions qui sont restées en fait en travers de la gorge des deux acteurs, c'est-à-dire la question de la fin de la guerre libanaise et de la gestion de la Syrie au Liban, l'assassinat Hariri en 2005, etc. La question de la gestion de l'après-invasion d'Irak en 2003, c'est-à-dire au fond la trahison syrienne sur l'Irak, le fait de s'être allié avec l'Iran et un tout petit peu la Turquie contre les intérêts des États du Golfe dans la fabrication du nouveau pouvoir irakien. Et puis ensuite, probablement l'élément qui a cassé complètement la confiance entre les États du Golfe et la Syrie, la guerre de 2006, la guerre de juillet 2006, avec cette fameuse phrase qui, je pense, résonne encore dans la tête du roi Abdallah en tout cas, lorsque Bachar al-Assad, au Parlement syrien, traite les rois du Golfe de demi-hommes, Ansaf al-Rijal, ce qui, lorsqu'on connaît l'importance de l'attribut masculin dans cette région, était l'insulte suprême. Il était arrivé la même chose à Gaddafi lors d'une réunion. Et je pense que tout cela joue un rôle très important. Je crois que la donnée personnelle est quand même très importante. Et ce n'est pas anecdotique, je vous signalerai juste que on sait aujourd'hui que l'émir du Qatar répète à tous ses visiteurs qu'il est prêt à dépenser 100 milliards de dollars pour la tête de Bachar al-Assad. C'est ce qu'il dit. Son comportement sur la Syrie, entre autres, s'explique par ça. C'est-à-dire, je vais lui infliger, ce petit blanc-bec, je vais lui infliger une leçon. Donc c'est un tout petit peu comme ça qu'on doit aussi voir les choses, même si, évidemment, c'est anecdotique. Troisième élément dans cette construction régionale, c'est le conflit sunnito-chiite. Et là, je crois qu'il faut justement bien faire attention à là où on met les pieds. La Syrie, aujourd'hui, est devenue le terrain de la guerre par procuration entre l'Iran et une succession d'acteurs. Alors tout d'abord, guerre de contrôle ou guerre d'influence entre l'Iran et la Turquie, donc les deux acteurs non arabes avec Israël qui bordent cette région du monde. On l'a vu sur l'Irak, on le voit aujourd'hui sur la Syrie. Et je pense qu'une grande partie du comportement turc sur la question sur la question syrienne s'explique justement par l'appréhension turque, l'appréhension d'Ankara d'aller trop loin dans une confrontation avec l'Iran, même si pour les stratèges turcs, cette confrontation est en fait plus ou moins programmée à terme. La deuxième ligne de confrontation, c'est justement celle entre l'Iran et les États du Golfe, c'est-à-dire la question nucléaire iranienne, la question de l'intrusion de la manipulation, telle qu'il l'appelle, iranienne dans les États du Golfe, le cas du Bahreïn, le cas du Koweït, je parle sous le contrôle de Fatiha qui est là, la question des Émirats, la question du Koweït, tout cela est en train aujourd'hui de se régler
par acteurs interposés sur le territoire syrien. Et enfin, la confrontation entre l'Iran et le camp occidental, si on peut l'appeler comme ça, en premier lieu les États-Unis, bien entendu. Alors là aussi, une préconisation très rapide. Je pense qu'on serait quand même bien inspiré de ne pas trop vite sauter à pieds joints, sous prétexte ou sous le titre générique de la nécessité de confronter l'Iran sur sa question nucléaire, de ne pas sauter trop rapidement à pieds joints dans une confrontation avec l'Iran sur le terrain syrien, ce qui pourrait, pour nous, occidentaux, avoir des conséquences extrêmement létales, en tout cas dans les pays environnants. Alors, puisque je parle des pays environnants, et je finirai sur cela, jusque-là, nous avons parlé, ou j'ai parlé, des projections des crises régionales sur la crise syrienne, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à partir de la crise syrienne, est en train de se projeter. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que la crise syrienne est aujourd'hui en train de projeter elle-même ses effets sur les États environnants, ce qui à terme, et je pense que très rapidement nous allons le voir, va provoquer des problèmes dont nous ne mesurons pas encore l'ampleur, essentiellement sur les deux États fragiles et poreux de la région, à savoir le Liban et la Jordanie. Et là, je citerai rapidement les points d'inflammation qui sont déjà en travail ou à l'œuvre, la question des réfugiés, qui devient proprement une bombe à retardement pour le Liban et pour la Jordanie, parce qu'elle articule la question humanitaire, la question communautaire et la question économique et sociale, c'est-à-dire le travail clandestin, etc. La question du passage des armes, des munitions, des combattants, etc. à travers la frontière jordanienne et la frontière libanaise. Et troisièmement, dans le cas du Liban, la question des flux financiers, qui n'est pas une petite chose, qui n'est pas un épiphénomène, qui risque peut-être d'ébranler ce qui tient encore le Liban, c'est-à-dire son secteur bancaire. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on y reviendra dans le débat si vous le voulez bien. Et donc, je pense que cette dimension régionale, qui s'ajoute à la structure interne extrêmement mosaïcale de la Syrie, fait que nous ne sommes plus vraiment du tout dans un cas de figure comparable à celui de la Libye. Alors pour conclure justement, et puisqu'on parle de la Libye, j'ajouterai un dernier élément qui est peut-être quelque chose qu'il faut malheureusement rappeler, même si c'est un cliché, mais peut-être qu'on l'a oublié aujourd'hui, puisque nous comparons la Libye et la Syrie. Je crois qu'il faudrait quand même ne pas oublier que c'est justement de la question libyenne que naît aujourd'hui le grand blocage international qui je laisserai cela à mes collègues, c'est-à-dire le grand blocage russo-chinois sur la Syrie, qui naît exactement, justement, de la mauvaise utilisation, permettez-moi peut-être de dire cela normativement, que nous avons fait de la résolution 1973 et de la responsabilité de protéger, peut-être indûment utilisée ou abusivement utilisée en Libye, ce qui aujourd'hui informe très profondément le comportement de blocage russe au Conseil de sécurité sur la Syrie. Donc je conclurai sur cette note de comparaison, mais ce que je voulais dire effectivement, c'était qu'il y a des caractères intrinsèques qui marquent ces différences entre le cas libyen et le cas syrien. Merci Joseph. Je crois qu'il était absolument essentiel de reprendre cette question de la complexité du dedans et complexité du dehors, finalement, parce que c'est sans doute ce qu'il n'y avait pas en Libye et qu'il y a profondément désormais dans la crise libyenne, même si la Libye ensuite a eu des conséquences évidemment, comme l'introduction d'AQMI au Mali, etc. Bon, mais globalement, on a pu circonscrire la question libyenne à la Libye d'une certaine manière, malgré effectivement la problématique russe-chinoise dont on va reparler, alors que là, on est très clairement dans un système à étage, à cascade, à paradigme, peu importe, mais en tout cas qui, de toute façon, va avoir des effets et peut-être des effets dévastateurs d'une manière ou d'une autre. Mais je donne immédiatement la parole à Frédéric Ancel, professeur de géopolitique à l'ESG Management School et maître de conférence à Sciences Po, dont nous connaissons bien les travaux. Merci Frédéric d'être venu pour continuer la réflexion. Merci beaucoup Jean-François pour l'invitation. Je voudrais intervenir en 3 points. Le premier sera malheureusement le moins original parce que beaucoup de choses très passionnantes ont été dites jusqu'à présent. Alors je rebondirai sur un certain nombre de points liés à la différence de situation que je considère également comme étant tout à fait fondamentale entre le cas libyen et le cas syrien. La deuxième partie sera consacrée à la fois aux représentations et aux stratégies
du régime syrien. Et là, sur certains points, c'est moi qui parlerai sous le contrôle de Joseph, qui connaît très bien cette question-là. Et puis, dans ma troisième partie, j'essaierai d'aborder le cas de quelques voisins, dont l'un des voisins qui n'a pas été beaucoup abordé, sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, qu'est Israël. Et Israël qui n'est pas forcément très satisfait de voir Assad éventuellement un jour tomber, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là par facilité intellectuelle. Premier point de ma première partie, je commencerai, et ça va peut-être vous étonner, par la Russie. Et je conclurai d'ailleurs l'intégralité de mon propos par la Russie. Les Russes savent depuis un certain nombre d'années, en fait depuis que M. Poutine est arrivé au pouvoir, ou le tandem Poutine-Medvedev est arrivé au pouvoir, savent nous montrer quelles sont leurs lignes rouges. Ils l'ont montré sur la Géorgie, ils l'avaient montré préalablement sur l'Ukraine et nos velléités d'intégrer l'Ukraine dans le cadre peut-être de l'Union européenne, même si c'était resté à l'état de projet un peu fantasmatique, ou de l'OTAN. Et là, ils nous le montrent sur la Syrie. Et il nous le montre de manière extrêmement précise, extrêmement forte, et nous assistons à une véritable mini-guerre froide aujourd'hui entre d'une part les Occidentaux, d'autre part les Russes et les Chinois, pas seulement sur ce point, mais en particulier sur la cristallisation de l'affaire syrienne. Alors bien évidemment, la Libye est passée par là, et par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire que j'ai été parmi les signataires d'une pétition parue dans le journal Le Monde en mars donc 2011, en faveur de la 1973 et d'une intervention armée en Libye. Et philosophiquement, je serais bien évidemment, humainement, on va dire ça comme ça, très très favorable à une intervention en Syrie. Je considère que ce n'est absolument pas possible et je ne signerai jamais quelque chose comme ça pour le coup aujourd'hui. Mais par conséquent, je suis le premier à reconnaître que nous avons fait une lecture très extensive de la 1973 et pour les Russes et dans une moindre mesure pour les Chinois aujourd'hui, ça constitue un véritable blocage, peut-être au-delà de leur positionnement plus structurel consistant à dire on ne touche pas à la souveraineté, à la sacro-sainte souveraineté des États et au-delà peut-être même aussi des propres intérêts des uns et des autres et surtout des Russes avec les facilités stratégiques sur le littoral maritime syrien. Deuxième point, sur l'Iran. Sur l'Iran, en revanche, M. Poutine et M. Medvedev avant lui, et peut-être ensuite après lui, nous a déjà indiqué que ce n'était pas une ligne rouge. Et que sur l'Iran, on pouvait exercer des pressions, d'abord des sanctions. D'abord, je rappelle qu'à 4 reprises, les Russes et les Chinois ont voté avec les membres permanents occidentaux du Conseil de sécurité des trains de sanctions très sévères contre l'Iran. Et puis au dernier moment, au moment de la transaction, il y a quelques années de cela, ça fait 2 ans de cela, les Russes n'ont pas vendu les fameux S-300 à l'Iran. Ce qui eût été, pour le coup, un tournant tactique, je crois que ça a été très bien rappelé ce matin, tout à fait intéressant. Et là, je pense que Moscou nous aurait donné un autre signe. Sur la Syrie, aujourd'hui, tout indique que la Russie veut tenir l'agenda et qu'elle le tient. Deuxième point, la capacité de nuisance ou la capacité militaire, nuisance c'est un terme un peu négatif, entre les mains d'Assad n'a aucune commune mesure avec la capacité dont pouvait disposer le colonel Kadhafi. Voilà, donc ça a été très bien dit ce matin, je n'y reviens pas, mais sur le plan militaire, simplement un point tout de même qui n'a pas été abordé. Assad souvent dit ce qu'il pense et fait ce qu'il a dit. L'an dernier, en mars et en mai, il a accordé 2 interviews à des journaux américains dans lesquels il disait, c'est bien simple, si ma souveraineté est violée, alors j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour répliquer. Jusque-là, rien que de très naturel. Simplement, les moyens qu'il a à sa disposition, c'est notamment des capacités balistiques extrêmement sérieuses, dont ne disposait pas Kadhafi, et puis surtout des cibles. Des cibles extrêmement intéressantes au cas où il n'y aurait plus rien à perdre et où il serait attaqué, envahi, peu importe. Et si vous voulez, les voisins auraient vraisemblablement assez peu d'humour face aux interventions d'Assad. Je pense évidemment à la Turquie, à la Jordanie et à Israël. La Turquie et la Jordanie sont militairement alliés aux États-Unis qui seraient vraisemblablement contraints d'intervenir s'il y avait une demande évidente, directe, a fortiori la Turquie dans le cadre de l'OTAN, face à une attaque syrienne. Et là, que ferait
par la suite les Russes. Donc on est dans un véritable jeu de rôle. Je ne vous fais pas la suite. D'abord, je ne suis pas prophète. Et tout ça, pour l'instant, et j'espère que ça restera, de l'histoire fiction. Quant aux Israéliens, j'y reviendrai. Le coup de 1991, janvier 91, où Bush père avait réussi à imposer à Shamir, qui vient de disparaître il y a quelques semaines, de ne pas répliquer, ça marcherait vraisemblablement pas avec le tandem Obama-Netanyahou. Donc là, on est sur quelque chose d'extraordinairement dangereux. Je crois que tu as utilisé le terme de létal. Et c'est aussi, peut-être surtout pour cela, qu'on n'interviendra en aucun cas en Syrie, en tout cas sur le plan militaire, j'en suis à peu près convaincu. Deuxième partie, les représentations et les stratégies du régime syrien. Je viens du courant de pensée lacostien, professeur Yves Lacoste, pas l'amiral, j'aime beaucoup l'amiral, mais professeur Yves Lacoste est mon maître en géopolitique, donc ça ne étonnera personne que j'évoque des représentations. Et les représentations qu'a abordé rapidement Joseph me semblent très, très passionnantes. La notion de Watan, de nation au sens fort du terme, existe depuis très longtemps en Syrie. 1919, le congrès de Damas est le premier, arabe ou pan-arabe, pas comment l'appeler, de la région au sens extrêmement large du terme. Et la politisation de la société syrienne date de au moins la fin 19e, début 20e. Il y a le concept du Cham, donc de la Syrie au sens de la grande Syrie, qui existe, qui préexiste évidemment à la crise et qui, bien entendu, a préexisté à l'indépendance de la Syrie en 1943 et 1945. L'actuel général, il y en a plusieurs qui ont fait défection, comme vous le savez, mais l'un d'entre eux est réfugié en France, c'est un ami très proche de la famille, le camarade de classe, dont le père, Mustapha, a été ministre de la Défense de Hafez al-Assad, donc le père de Bachar pendant pratiquement 30 ans, et qui s'était piqué de proposer une thèse de doctorat à l'université française consacrée précisément à la Grande Syrie. Alors finalement, comme c'est pas lui qui l'avait écrit, on a considéré que c'était pas très scientifique, donc finalement il n'a pas pu la soutenir. C'est quelque chose c'est une représentation, une perception identitaire, donc lourde, collective, sur des temps longs brodéliens, on va appeler ça comme ça, qui caractérise, me semble-t-il, la société, et pas seulement les élites, la société syrienne, bien davantage que d'autres sociétés arabes. Je pense par exemple au Yémen, qu'on n'a pas abordé, où le clanisme est beaucoup plus important, où les clivages nord-sud restent encore prédominants, donc ce qui n'est pas le cas avec la Syrie. Et puis, très important, semble-t-il aussi, les Assad, père et fils, alors c'est surtout le père bien sûr, qui avait bâti cette construction extrêmement puissante, se sont considérés comme État ou nation non satisfaite, au sens où on pouvait l'entendre à la fin du XIXe siècle, au sens où on a très bien et beaucoup joué sur des horizons bleus des Vosges. Avec tout le respect immense que je dois à la République, qui est ma mère au sens politique du terme, tendre le ressort des énergies nationales, pointer le doigt sur l'ennemi extérieur qui occupe la mère patrie, c'est toujours extraordinairement intéressant, notamment en cas de crise interne par la suite. On a là la construction d'un ciment qui d'ailleurs n'est pas à mes yeux tout à fait illégitime, pas soupçonnable de très favorable au régime syrien, mais de ce point de vue-là, je le conçois et le comprends tout à fait, avec la perte d'Alexandrette dans des conditions sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir maintenant, qui sont quand même assez rocambolesques et qui n'ont pas plu aux Syriens, dans les années 30 et en 39 en particulier, avec évidemment la perte du Liban, qui était considérée comme la région qui était la région la plus riche en quelque sorte de ce Cham, et puis évidemment le plateau du Golan ou du Golan ou du Jolan qui... Et Mossoul. Oui, et Mossoul. Et j'oubliais Mossoul, très important, absolument. Donc ça fait quatre parties du corps national démantelées, démembrées dans une espèce de complot, alors qu'on établit... en Syrie, toujours plus ou moins comme étant occidental. Le Jolan, j'y ai passé quelques semaines là, ces dernières, cet été. C'est pas en vacances, j'ai travaillé, j'ai bossé. J'ai parlé avec beaucoup de Druzes notamment, qui sont en droit international des Syriens. Enfin bon. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans ma troisième partie. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui la possibilité, la capacité politique, allez, j'allais dire politico-militaire, pour un Bachar al-Assad, d'apparaître peut-être plus sûrement un rempart
vis-à-vis de gens qui effectivement ne sont pas forcément très convaincus par sa politique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais davantage convaincant que d'autres dictateurs qui ont chuté très rapidement au début du printemps arabe et qui avaient peut-être, dont le régime reposait sur un ciment peut-être plus fragile ou plus friable que celui sur lequel repose le régime Assad. Ça, c'est pour les représentations. Les stratégies, et je vais aller vite de ce point de vue-là, on est avec Hafez depuis 1970 et Bachar aujourd'hui sur les rapports de force bruts, militaires, stricts. Je ne crois pas me tromper, je l'ai vu in situ et je l'ai entendu à maintes reprises. Le père et le fils admirent beaucoup Staline, alors ce n'est pas les seuls. Enfin, les tactiques militaires, mais également le positionnement et la rhétorique à certains égards, sans parler du pictural avec des affiches de propagande, rappellent énormément, et l'économie dans une certaine mesure rappelle énormément Staline. Alors, le pape, combien de divisions? L'opposition, combien de divisions? À partir du moment où Bachar al-Assad n'aura pas la conviction, allez, j'ai envie de dire M. Poutine, ils n'auront pas la conviction qu'on est en train de basculer sur le strict plan des rapports de force, encore une fois, bruts, dans la rue, dans les quartiers, en nombre de chars, de mitrailleuses, peut-être d'hélicoptères demain et d'hommes, il n'y a pas, à mes yeux, peut-être que je me trompe lourdement, dans ce cas-là, ça fait 18 mois que je me trompe, il n'y a pas, à mes yeux, de raison de croire que Assad va faire des compromis. Alors, se replier sur la montagne alaouite, oui, ça, je crois que c'est un scénario qui est de moins en moins fantastique au sens étymologique du terme. Je le crois même de plus en plus crédible et tout à fait crédible. Ce micro-État ou ce mini-État serait d'ailleurs tout à fait viable potentiellement. Mais on est pour l'instant sur une masse critique du régime qui appartient toujours à Assad. La masse critique du pouvoir, en particulier sur le plan militaire, appartient bel et bien à Assad, et je pense qu'on est là tout de même pour... C'est une situation qui est amenée à durer, mais je ne suis pas prophète, puis vous savez, ça ne veut rien dire. Hein. La situation va durer, oui, enfin combien de temps? Ça, c'est extrêmement compliqué de faire des pronostics à ce niveau-là. Oui, dernier point, je suis quand même stupéfait de constater le vide d'information dans les médias en France en particulier. C'est un petit peu moins vrai en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais en France en particulier, le vide d'information sur des régions, des villes ou des quartiers qui ne se révoltent pas. Il y en a, et il y en a beaucoup en Syrie. Des zones qui ne se révoltent pas, soit par peur des représailles, et c'est, mon Dieu, ô combien compréhensible, soit parce qu'on considère que ce qui va arriver est pire. Alors ça a été dit, hein, je n'y fais qu'allusion, est pire ou bien pire. Mais ça revient un peu au même. Si vous ne luttez pas aujourd'hui concrètement contre Assad, c'est quelque part que vous le soutenez. En tout cas, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe, puisqu'évidemment l'armée n'a pas besoin de de contrôler cette zone-là et d'y envoyer des hommes et des matériels en conséquence. Et par conséquent, vous facilitez évidemment la tâche d'Assad à Alep et dans d'autres zones qui, elles, sont effectivement en révolte. Alors ça... Les discours des opposants, on les connaît, on sait où, enfin pour l'essentiel, d'ailleurs ils sont très pluriels, on sait où la révolte ou la rébellion, appelez ça comme vous voulez, est la plus active. Alep, on connaît par cœur la ville et jusqu'à la moindre ruelle. Dans la Syrie qui n'est pas révoltée, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense? Moi j'attends. En tout cas, j'attends beaucoup des médias et je suis là-dessus très déçu en tant que simple citoyen de cette absence d'analyse ou d'observation des représentations des opinions de ceux qui en Syrie continuent à soutenir Assad. Je précise qu'encore une fois, je ne le suis pas, et un soutien d'Assad. Et j'aimerais simplement rappeler que en toute humilité, que le 28 juin 2000, votre humblissime serviteur écrivait une modeste tribune dans Libération intitulée « Assad à Paris, : une faute morale, une erreur géopolitique ». À l'époque, on était très très peu. Or, Assad... on connaissait les méthodes du père, nul n'est gardien de son père ni de son frère, c'est vrai, mais a priori, il n'y avait pas de raison de penser que le fils qui était déjà au pouvoir depuis plusieurs mois et que son entourage se comporterait différemment. Parenthèse fermée. Troisième et dernière partie, Israël. La société civile israélienne est très, très favorable à la chute d'Assad. Parce que la société civile israélienne aujourd'hui, enfin celle qu'en Occident on voit comme étant la société civile israélienne, c'est-à-dire l'homme de Tel Aviv, on va l'appeler comme ça, plutôt laïque, aussi bon locuteur en anglais qu'en hébreu pratiquement, très ouvert, très moderne et pratiquant peu les fêtes et n'aimant pas les rabbins. Celui-là aime bien les droits de l'homme, enfin en tout cas il les aime bien en Syrie. Alors Assad est considéré comme quelqu'un d'extrêmement cruel. Son père, c'était
une espèce de l'incarnation du mal, avec la guerre du Kippour ou guerre d'octobre, donc appelée guerre du Kippour en Israël, le sort des prisonniers, le sort de l'espion Eli Cohen qui n'a jamais été, dont le corps n'a jamais été restitué, la communauté juive de Syrie jusqu'en 1994. Tout ça faisait une espèce de pandémonium. La Syrie était un pandémonium et le fils n'a jamais été considéré comme quelqu'un de sympathique. Donc les Israéliens de la rue vous disent oh, ça c'est bien, c'est très très bien, il n'y aura plus Assad et il y aura moins de meurtres. Non, pour parler très sérieusement, les gens qui sont un peu au fait qui sont au pouvoir sur le plan politique ou militaire, sont pas satisfaits du tout d'une perspective qui verrait la chute de Bachar el-Assad, pour 2 raisons. La première, c'est l'immense qualité, la vraie qualité qu'entretient Bachar el-Assad aux yeux des Israéliens, qui peut se résumer en un mot, la prévisibilité. Les Assad, ils sont prévisibles. Ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ils se sont jamais, on va dire, mal comportés ou comportés, entre guillemets, à la roublarde vis-à-vis des Israéliens. La frontière du Golan est, depuis le 31 mai 1974, date du désengagement d'après la guerre de Kippour, de loin, la plus calme, la plus tranquille de toutes les frontières israéliennes. Davantage, d'ailleurs, que le Sinaï, que la frontière du Sinaï, et ces 30 dernières années. Je ne parle pas que de ces derniers mois, des problèmes de ces derniers mois. Le Golan, pour les Israéliens, c'est tout à fait, c'est parfait. Assad, lorsque le 6 septembre 2007, on lui envoie des bombes sur son réacteur nord-coréen en construction, il ne réagit pas. Il est extrêmement sympathique. Et lorsque on écrase sous les bombes son allié Hezbollah en 2006, il ne réagit toujours pas. Décidément, on aime. Et par ailleurs, il y a des lignes rouges qui ont toujours été respectées au Liban, avec notamment l'espace aérien libanais qui était laissé à Tsahal et l'espace terrestre syrien qui était, libanais, ma langue a fourché et pour cause, puisqu'on laissait faire la Syrie jusqu'à une ligne Saïda, sud Beka, pour faire très court. L'alternative, on ne sait pas. Ce ne sera pas forcément pire, on n'en sait rien. Sur le plan moral, si, on n'en sait rien. Mais du coup, on entre dans une zone d'ombre et les Israéliens en ont horreur. Absolument horreur à la frontière. D'ailleurs, qui apprécierait ça? Mais en particulier, les Israéliens n'apprécient pas. Et puis, deuxième point, l'alternative, si ce n'est pas une coalition au pouvoir de type islamiste, plus ou moins radical, je parle de coalition parce que si Assad tombe, ou lorsqu'Assad tombera, je ne sais pas comment le dire, il y aura à Damas, sûrement pas dans la montagne à Alaouite, je ne sais pas, mais en tout cas à Damas, il y aura des islamistes au pouvoir, sans doute des salafistes, encore que ce terme est très générique, il recoupe beaucoup de réalités. Bon, il y aura de toute façon les Ikhwan, les frères musulmans, là encore c'est une réalité très plurielle, mais enfin c'est pas des gens extraordinairement sionistes. Donc les Israéliens savent très bien que de toute façon, ça ne peut pas être plus confortable que lorsque Assad était ou est au pouvoir. Et puis les scénarios. Pour les Israéliens, dont je ne suis pas considéré comme un ennemi farouche, c'est extrêmement clair. Les Israéliens se contentent tout à fait de chamaillerie interarabe. Ils ne sont pas stupides, tant que les Arabes se chamaillent entre eux, et le terme est faible. En ce moment, en Syrie, moi j'étais donc sur le plateau du Golan, j'y vais très souvent, je n'ai jamais vu une telle désinvolture et une telle absence en nombre de soldats et de matériel fixés ou entreposés ou prépositionnés sur ce plateau. Alors je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, contrairement à ce que fantasment beaucoup. Je venais là qu'en simple chercheur, moitié touriste, moitié chercheur. Simplement, j'y vais très souvent, je vois bien comment ça se passe. Lorsque la situation est tendue avec le voisin syrien, le plateau ne ressemble pas à ce à quoi il ressemblait cet été. Alors là, des soldats qui vous accueillent en basket et sans armes. On était vraiment. On sait très bien qu'en face, il n'y a absolument personne. Tout le monde est à Alep et dans d'autres zones rebelles. Personne en face, dans la plaine du Horan. Et là, de ce point de vue-là, je crois que les Israéliens sont au confort. Mais ils savent très bien que ce n'est que très provisoire. Deuxième point, toujours en termes de scénario, les Israéliens sont en train de se reconvertir, si tant est qu'ils avaient adopté une autre posture stratégico-intellectuelle. Ils se convertissent à Mauriac. Vous savez ce que disait Mauriac de l'Allemagne, hein, je l'aime tellement que je suis très heureux qu'il y en ait deux. Deux Syries.
Écoutez, moi, je n'ai pas rencontré beaucoup d'Israéliens, et encore récemment aux rencontres stratégiques franco-israéliennes et à l'état-major des armées de terre cet été, qui m'a dit autre chose. Je crois d'ailleurs que c'est pas un secret. De Syrie. Très bien. Et à ce moment-là, vraisemblablement, on s'entendra bien, pensent les Israéliens, espèrent les Israéliens, avec celle qui sera évidemment minoritaire. Alors minoritaire au sens en particulier communautaire du terme. Les Alaouites seront poussés à bout et détestés par la majorité sunnite qui aura repris le pouvoir à Damas. Ils viendront chercher notre amitié. Assad ou pas Assad. Les vieilles querelles, on les aura oubliées. Et les Israéliens sont en train de se dire, au fond, ce que notre grand Ben Gourion a tenté de faire pendant des années, des décennies, enfin oui, pendant 2 décennies à l'époque, et c'est ce qu'il a toujours échoué finalement à faire, et Netanyahou ne se débrouille pas mieux, c'est-à-dire créer cette deuxième ceinture d'États favorables, ou en tout cas moins défavorables que la première ceinture hostile des États arabes, en morcelant le plus possible, et en affaiblissant par conséquent le plus possible les États arabes, mais ils sont en train de le faire eux-mêmes. Alors ça passe par le Soudan, du coup le Soudan du Nord, qui maintenant est privé, comme vous le savez, de son pétrole, en tout cas pour l'instant, et qui est un farouche adversaire d'Israël, pas très méchant, enfin pas très efficace, mais farouche. Israéliens me disent, ils ont tort ou ils ont raison, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de la Libye, qu'il y aura bientôt 2 Libyes. Écoutez, de Syrie, pourquoi pas? Enfin, car pour le coup, ils y sont pour rien. Enfin, je suis peut-être un grand naïf, mais je crois vraiment que les Israéliens n'y sont pour rien. Troisième et dernier scénario, avant de conclure, vous allez voir, la boucle sera bouclée sur la Russie, mais du point de vue israélien, toujours, les Israéliens sont extrêmement attentifs à 2 populations au Proche-Orient, que sont les Druzes et les Kurdes. D'abord les Druzes, parce qu'il y a des Druzes, il y a 110 000 Druzes en Israël, qui comptent parmi les meilleurs officiers que compte l'armée israélienne. Alors vous connaissez le druzisme, les Druzes de Syrie. Pour l'instant, je serai extrêmement prudent, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, et j'ai peu d'informations dessus, pour être très honnête avec vous. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du sort des Druzes de Syrie, notamment dans le Djebel Druze au sud, si Assad tombe. Pas certain que la majorité sunnite arrivante au pouvoir serait de taille ou de force à aller leur chercher chinoise sur leur territoire. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens considèrent qu'il y a là une population vis-à-vis de laquelle on peut gagner quelque chose. Gagner les cœurs, c'est déjà beaucoup. Ça passe par les 20 000 ou 22 000 Druzes du Golan et éventuellement par le chouf libanais. Là, il y a une vraie pensée israélienne vis-à-vis de cette population. Et puis les Kurdes. Alors et je conclus, les Kurdes ont toujours fait partie intégrante de cette volonté d'établir cette seconde ceinture. Et de fait, entre le clan Talabani en Irak et les Israéliens, il y a toujours eu d'excellentes relations et ça se poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est extrêmement favorable à l'autonomie, il n'y est pour rien, mais extrêmement favorable et poussera dans le sens d'une autonomisation et plus si affinité des Kurdes du nord de la Syrie et l'accession donc à l'indépendance des autres Kurdes. C'est d'autant plus vrai que l'ancien camarade turc fait défaut et n'est pas très poli. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit à Jérusalem. Et je conclus, comme je l'ai promis avec la Russie, il y a un prisme russe en Israël qu'on aurait tort de négliger. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les Israéliens cherchent d'autant moins à gêner les Russes, la position politique, diplomatique, stratégique très forte donc russe sur la Syrie, j'ai commencé par cela, que ce prisme est fort. Le ministre des Affaires étrangères israélien, donc Avigdor Lieberman, a dit il y a quelques années, lorsqu'il est arrivé à ce poste, 3 ans de cela, il ne faudrait vraiment pas que les Américains croient que de toute éternité, on a besoin d'eux, sur quoi il a tort, je pense. Enfin, en tout cas, mais c'est intéressant parce que c'est une posture. Et d'autres grandes puissances pourraient parfaitement être intéressées par notre amitié. La Chine, pour l'instant, est loin. Chine-Israël, je ne serais pas là pour le voir. La Russie, oui. Et on a des échanges, des flux, non seulement économiques, mais techniques, y compris sur le plan militaire, entre les deux pays, qui sont tout à fait intéressants. Je rappelle que Poutine a effectué à 2 reprises 2 visites en Israël qui se sont très bien passées, et il a autorisé un satellite espion israélien qui devait espionner l'Iran, enfin c'était pas un secret du tout, à être propulsé. Il a autorisé donc à être propulsé depuis le territoire russe, ce en quoi les Israéliens l'ont finalement remercié en cessant de vendre des armes à la Géorgie. Et tout cela est très concomitant. J'ajoute que le refus in extremis de Poutine de vendre des S-300 à l'Iran ne peut pas ne pas être lié
à ces rapports. Il est bien évident que encore une fois, je ne suis pas naïf. Les Américains ont pesé de tout leur poids sur la fin, l'abandon de cette transaction, mais derrière les Américains, les Israéliens poussaient énormément aussi. Et je conclurai là-dessus en vous disant que Vladimir Poutine sait reconnaître la valeur de la classe politique israélienne, ce que tout le monde ne sait pas forcément faire, surtout ces dernières années, puisque lorsque le Premier ministre Ehud Olmert était venu en visite officielle il y a 3 ans de cela à Moscou, eh bien, Vladimir Poutine avait levé son verre en portant un toast au président israélien, dont vous savez qu'il est en prison, Moshe Katsav, pour 6 viols, et Poutine y était allé de son fameux « Votre président, d'après ce que j'ai entendu, a violé 6 femmes, quel homme ?» Je vous remercie. Sur ces paroles définitives, je remercie Frédéric Ancel qui nous renvoie à de la géopolitique brute, on va dire. Merci également d'avoir rappelé à la fois la prudence et l'embarras israélien. Je rappellerai que la première déclaration officielle anti-syrienne israélienne date de l'été seulement, été 2012, alors que les événements ont commencé déjà depuis plusieurs mois. Et alors, puisque nous avons parlé de la Russie, cher Thomas Gomard, je crois que je me vois dans l'obligation de vous passer immédiatement la parole. Le directeur du développement stratégique et du centre Russie-NEI de l'IFRI, qui va justement aborder la question russe et chinoise, peut-être en embrassant tout du même regard. Merci en tout cas de venir participer à ces travaux. Bien, merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de représenter l'IFRI avec Étienne qui a également apporté sa contribution ce matin dans cette journée organisée par la FRS. Alors, ce que vous m'avez demandé, c'est au fond d'essayer de comparer les environnements internationaux dans le cadre de la crise libyenne et de la crise syrienne en me concentrant sur la Chine et la Russie. Et donc, je n'aurai pas le même niveau de précision que les précédents intervenants. Le point important, c'est que, au fond, pour ceux qui souhaitent des avions pour Alep, la question est de savoir pourquoi on ne parvient pas à obtenir l'équivalent pour la Syrie de la résolution 1973. Et on explique cette impossibilité par une sorte de verrou russe qu'il faudrait faire sauter, dans une moindre mesure un verrou chinois, et qui faciliterait, au fond, la chute du régime de Bachar el-Assad. Alors je crois que cette vision est peut-être un peu simpliste et que la position russe gagnerait à être mieux analysée pour précisément essayer de modifier le comportement russe. Il y a un véritable souci de la part de Moscou aujourd'hui d'exploiter diplomatiquement sa centralité. C'est une centralité relativement inespérée au regard du reflux russe du Moyen-Orient depuis la chute de l'URSS. Mais je crois qu'en même temps, il y a une erreur d'analyse sur la position de la Russie, c'est que la position russe est sous-tendue par une ligne de force qui est tout simplement le combat contre l'islamisme radical et l'expansionnisme sunnite. Je dirais que, pour simplifier les choses, les autorités russes sont huntingtoniennes et considèrent que les Occidentaux, et en particulier les Européens, sont en train de laisser la proie pour l'ombre. L'enjeu pour eux n'est pas la protection des populations civiles au nom des droits de l'homme, mais l'enjeu pour la Russie et dans une moindre mesure pour la Chine est de contenir, autant que faire se peut, la poussée islamiste. Au fond, Russes et Chinois pensent l'intervention en termes stratégiques, quand nous, Occidentaux et Européens en particulier, nous la pensons en termes moraux. Alors ça conduit au premier élément de différenciation entre les crises libyennes et syriennes, c'est que dans un cas, les Russes ont aussi le sens de l'histoire, il s'agissait de répondre aux aspirations exprimées par les sociétés civiles dans le cadre des printemps arabes sur un théâtre relativement périphérique, celui de la Libye, et que dans le cas de la Syrie, il s'agit au contraire de marquer un coup d'arrêt face à des États qui poussent ou facilitent la propagation de l'islamisme radical sur un théâtre central. Alors je vais essayer d'expliquer cette position. J'ai 9 points, je vais essayer de respecter les délais. Les 3 premiers, je vais les consacrer au fond à la constance du logiciel utilisé par Moscou. Les 3 suivants, je vais essayer de revenir sur la position de Moscou vis-à-vis de Damas dans le contexte actuel. Et puis pour finir sur cette apparente convergence qui, à mon sens, n'est qu'apparente entre la Russie et la Chine. Alors premier point, le logiciel et je dirais 2 programmes qui sont vraiment spécifiques à la Russie. Je crois qu'il n'est jamais inutile de rappeler que la Russie est le seul pays membre du Conseil de sécurité à être complètement autonome en matière d'approvisionnement énergétique.
En d'autres termes, la Russie n'est pas soumise à l'équation souveraine, approvisionnement énergétique, contre vente d'armes et tolérance politique, dans laquelle les Occidentaux se sont enferrés depuis plusieurs décennies. C'est également le cas, dans une moindre mesure, pour la Chine. Cela ne signifie nullement que le Moyen-Orient n'est pas un marché pour l'industrie d'armement russe, mais c'est un marché qui reste très relatif en volume, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. Pour mémoire, entre 2005 et 2011, les 3 principaux clients de l'industrie d'armement russe sont, par ordre, l'Inde, la Chine et l'Algérie. La Syrie arrive au 7e rang et l'Iran au 8e rang. Je crois qu'il y a un ordre de grandeur à garder en tête pour nous Français. Sur la période 2005-2011, la Russie a vendu 5 fois plus d'équipements à l'Algérie qu'à la Syrie. Deuxième logiciel qui est beaucoup moins vu, c'est la diplomatie religieuse qui est aujourd'hui mise en œuvre par Vladimir Poutine avec l'aide du patriarche Kirill. Cette diplomatie religieuse repose sur ce qu'on appelle en Russie la symphonie des pouvoirs, c'est-à-dire le principe selon lequel l'État et l'Église, tout en étant parfaitement distincts, collaborent et se soutiennent mutuellement. Alors on connaît l'importance accordée par Moscou aux chrétiens d'Orient. Je souligne le rôle croissant du patriarche Kirill à la tête de l'Église orthodoxe, comme vous le savez, depuis 2009. Et je crois que c'est un point relativement important et assez peu vu, c'est qu'à la différence, par exemple, d'une diplomatie française tenant d'un principe de laïcité de plus en plus inaudible, en raison notamment de la montée intérieure de ses propres communautarismes, la diplomatie russe dispose d'une souplesse conceptuelle beaucoup plus forte pour mêler le politique et le religieux. Deuxième point de ce logiciel, la fameuse responsabilité de protéger. Alors on l'a dit, l'intervention en Libye s'est faite au prix d'une évolution de la doctrine onusienne avec la R2P et qui est une tentative de concilier, pour aller vite, droits de l'homme et souveraineté. Le problème central, évidemment, aux yeux des Russes, c'est le fait que cette protection de civils aboutit le plus souvent à un changement de régime, c'est-à-dire à une transformation de ce qui est au départ une motivation morale en résultat stratégique. Et je crois que là, il faut noter la constance et la cohérence de la position russe et chinoise sur ce débat doctrinal, rappeler les réserves exprimées par Moscou, notamment lors du soutien apporté par les troupes françaises aux troupes de l'ONU en Côte d'Ivoire et qui avait entraîné la chute de Gbagbo. Pour la Russie, les peacekeepers de l'ONU ne peuvent être cantonnés qu'à un rôle d'interposition, ce qui explique d'ailleurs le très faible niveau d'engagement de la Russie dans les opérations de l'ONU. Pour mémoire, 88 personnels engagés par la Russie dans les opérations de l'ONU en mai 2012. La France en engage 1150 et la Chine 1930. Alors pourquoi la Russie, dans ces conditions, a voté la résolution 1973 pour l'intervention en Libye? Je vois 3 raisons principales. Ses intérêts vitaux n'étaient absolument pas en jeu. Une forme de sens de l'histoire par rapport aux printemps arabes, au fond une volonté d'accompagner ce qui avait été perçu comme un soutien au modèle de stabilité autoritaire, une manière de se racheter, un peu comme certains ministres de pays occidentaux ont essayé de le faire. Et puis également une absence de solidarité pour Kadhafi, qui au fond avait été sous-traité à Loukachenko et à Chavez. Troisième point qui explique toujours, qui joue un rôle très important dans ce logiciel russe, c'est la campagne de Géorgie de 2008. Et là, c'est tout à fait frappant de voir les retours d'expérience auxquels se livrent évidemment les militaires russes, et même s'ils sont très discrets sur le sujet, la comparaison qu'ils font en termes de conduite des opérations entre ce qu'ils ont fait en 2008 et ce que l'OTAN, sous le leadership franco-britannique, a fait en 2011 en Libye. Pour dire les choses rapidement, la Russie est aujourd'hui figée dans son bilatéralisme diplomatique, est absolument incapable de concevoir, de conduire et de réussir une opération comme la Libye, que ce soit dans sa phase politico-diplomatique, c'est-à-dire d'obtenir un mandat des Nations Unies, de travailler avec la Ligue arabe, de conduire des opérations complexes qui combinent frappes aériennes, frappes navales, faible empreinte des forces spéciales, sans perte et avec des dégâts collatéraux limités. Au fond, il y a, de ce point de vue-là, une prise de conscience de la perte de savoir-faire militaire de la Russie par rapport à ce qui a été fait en Géorgie, où la Russie a remporté la décision, mais face à un adversaire extrêmement faible, et surtout avec beaucoup de défaillances en termes notamment de transmission, de protection de l'aviation. Deuxième point, deuxième grand chapitre, c'est au fond la lecture que la Russie fait de la crise syrienne. Alors ce sont des choses mieux connues sur lesquelles je vais passer rapidement, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler. Il y a évidemment cette dimension bilatérale avec les accords de coopération militaire qui existent entre
Moscou et Damas depuis 1955, et qui se traduisent notamment par les facilités navales octroyées dans la base de Tartous. Les conseillers militaires russes, toujours présents, si on en croit le général Makarov lors de ses déclarations de la fin août de cette année. Le deuxième point très connu, évidemment, sur lequel je n'ai pas besoin d'insister, c'est la défense du principe de non-ingérence, la crainte d'un risque de déstabilisation régionale, en particulier pour l'Iran, et les conséquences que cela pourrait avoir au Caucase Sud et en Asie centrale. J'insiste sur ce point parce qu'avec mes différents travaux, je me rends compte à quel point le degré de nervosité est élevé aujourd'hui dans des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan, qui évidemment voient les printemps arabes, l'opposition à Moscou et la situation en Syrie avec une certaine inquiétude. Et ce sont des pays qui n'ont absolument pas, évidemment, élucidé les conditions de la transition de leur leadership. Sixième point beaucoup moins souligné de notre côté et qui, à mon avis, est tout à fait décisif pour comprendre le positionnement russe, c'est pour dire les choses très rapidement, la Russie ne comprend tout simplement pas ce que des pays comme la France sont en train de faire avec le Qatar en termes d'alliance. Il y a là, je crois, une certaine incompréhension de la position russe quand on je dirais, critique le contrôle fait sur les ONG en Russie et le fait qu'elles doivent maintenant rendre compte de leur financement extérieur. On y voit une volonté de bloquer des influences occidentales, ce qui existe, mais c'est surtout une volonté de bloquer des influences venant des pays du Golfe et en particulier de l'Arabie saoudite et du Qatar. Je crois à cet égard pas inutile de rappeler que le Caucase du Nord est, en termes d'actions terroristes en nombre de morts, le troisième théâtre après l'Afghanistan et l'Irak. Et il y a donc une vraie incompréhension à Moscou que je ressens avec tous mes interlocuteurs, en particulier sur la position de la France et le bilan des années Sarkozy qui peuvent être résumés dégradation de la relation avec la Turquie et resserrement des liens avec le Qatar. Une incompréhension sur une forme de naïveté occidentale par rapport au projet de l'islam politique, les Russes considérant qu'ils ont été aux avant-postes en Afghanistan au début des années 80 et qu'ils vont se retrouver aux arrière-postes avec le retrait occidental d'Afghanistan prévu en 2014. Alors je n'ai pas eu le temps avant de venir de regarder les réactions russes à l'annonce faite du soutien du Fonds du Qatar pour nos banlieues, mais je suis certain que ça va faire évidemment couler beaucoup d'encre dans la presse russe. Et je n'ose pas imaginer si on nous avait annoncé le fait qu'un fonds russe soutenait les banlieues françaises. Troisième point, assiste-t-on à des convergences sino-russes ? Alors, je crois que ça, c'est un point effectivement extrêmement important en termes à la fois de carte mentale et de grille d'analyse que nous pouvons utiliser dans le cadre de la Syrie proprement dit et plus généralement comme outil de lecture des relations internationales. Depuis 2007, 2006-2007, les États-Unis, à travers notamment des discours de George Bush, ont établi une association extrêmement étroite entre Pékin et Moscou. Alors, ce n'est pas le lieu ici d'analyser l'évolution de la relation sino-russe, mais il est certain qu'on observe une construction de positions anti-occidentales argumentées et solides, Pékin laissant d'ailleurs habilement Moscou prendre les coups et les dommages en termes d'image vis-à-vis de l'opinion occidentale. Mais je crois que le point clé, c'est une évolution que je note depuis au fond 2-3 ans, c'est que l'opinion occidentale devient de moins en moins importante aux yeux de Moscou et qu'elle préfère travailler en termes de diplomatie publique les opinions des pays arabes ou les opinions des pays émergents. Et de ce point de vue-là, sa position rencontre un écho différent de l'écho rencontré dans les opinions occidentales. 8e point, évidemment très important de souligner, de revenir un peu sur des données brutes, là aussi, un peu bêtes et méchantes, mais l'augmentation de la dépense militaire et l'évolution de la géopolitique mondiale de l'énergie qui conditionnent, à mon sens, les positions respectives de Moscou et Pékin. Le choix fait par la Russie sur son orientation budgétaire pour la séquence 2010 et 2020 est d'allouer 2,8% de son PIB à la dépense militaire, chiffre qui pourrait monter, selon certains experts, à 4,5%. Le point clé, c'est qu'à la différence des Européens, la priorité est donnée à la dépense militaire par la Russie par rapport à sa dépense sociale, alors même qu'elle connaît un vieillissement extrêmement accéléré de sa population. Et que donc pour les Européens, il y a évidemment une analyse à avoir de, je dirais, l'utilisation de cette dépense militaire, une dépense militaire russe qui aujourd'hui est supérieure à la dépense militaire française.
Géopolitique de l'énergie, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on pourra peut-être en parler avec les questions, mais évidemment le rôle clé dévolu à l'Iran dans les recompositions en cours, et nous concernant l'étroitesse aussi des relations qu'on observe dans ce domaine entre la Russie et l'Algérie. 9e point, à mon sens là aussi capital, assez sous-estimé dans l'analyse que nous pouvons faire, le dossier de la défense antimissile. Nous avons eu un point haut de la relation russo-américaine avec les accords stratégiques de 2010, et nous avons à nouveau, je dirais, une descente dans cette relation russo-américaine, une pression exercée sur Obama avec la décision notamment d'interdire les programmes du SID, en raison précisément de ses activités au Caucase du Nord. Et cette mise en place du système antimissile ne peut qu'aviver les tensions avec Moscou. C'est un dossier évidemment extrêmement important parce que le facteur nucléaire reste la clé de voûte du dispositif russe, que ce soit dans son dialogue avec les États-Unis et les Européens, mais surtout de plus en plus avec la Chine. Alors à mon sens, on n'assiste donc pas à une construction d'une alliance sino-russe, mais on a, je dirais de manière ponctuelle, une alliance objective pour tirer le meilleur profit du désarroi occidental. Alors je vais revenir dans la conclusion en 3 points très, très brefs pour essayer de revenir à la question qui guide nos travaux ce matin, c'est-à-dire quel est au fond en quoi la crise syrienne se distingue-t-elle de la crise libyenne. Bon, le premier point, c'est comme je l'ai dit, d'un point de vue français, franco-britannique, je pense qu'Alester traitera probablement le côté britannique, puis il y a une sorte un peu de position paradoxale, c'est-à-dire que la Libye était accessible par nos capacités d'allonge, la Syrie ne l'est pas, la Libye est donc périphérique, la Syrie est centrale, et qu'on a une présence militaire russe sur le terrain qui est extrêmement ancienne. Deuxième point de conclusion, c'est que les divisions actuelles au sein du Conseil de sécurité traduisent, à mon avis, des antagonismes très profonds de la lecture du système international, de la brutalité à venir des relations internationales et surtout de la nature réelle de la menace islamiste. Et dernier point, évidemment, le bain de sang auquel nous assistons provoque une émotion très forte dans les opinions occidentales, et c'est une émotion qu'on ne retrouve pas du tout dans l'opinion russe. Merci de votre attention. Merci beaucoup Thomas, merci de cette très rapide et ô combien brillante synthèse de la question. Moi j'aurais un élément peut-être en complément sur la relation commerciale russo-syrienne, en rappelant qu'il y a la dette soviétique qui est toujours un élément pendant, et c'est beaucoup de milliards de dollars qui sont encore non réglés et qui rentrent effectivement dans le fait que la Russie n'a pas envie de voir partir son débiteur, puisque que serait la parole d'un nouveau gouvernement là-dedans. Donc, en sus, je dirais, de ce que vous avez rajouté, je crois qu'il faut rappeler ça parce que, mine de rien, ça joue un peu. Pour le reste, je crois que vous avez fait démonstration d'une géopolitique, là aussi, on ne peut plus traditionnelle, qui retrouve finalement les accents du passé, où la Russie devient cette interposition finalement traditionnelle de la Russie entre un monde musulman considéré comme agressif et un monde occidental considéré comme mou. C'est assez intéressant qu'une fois de plus, on revoit la schématisation se mettre en place. Last but not least, Alastair, je vais donner maintenant la parole à Alastair Cameron, qui, en tant que Britannique, aura l'honneur de tirer le dernier cette fois-ci. Pardonne. Pour regarder un peu justement comment la lecture de cet allié, et quand je parle de l'allié de la France, là, au sens le plus strict du terme, puisque depuis quelques années, nous sommes désormais rentrés dans une alliance stratégique, on peut dire, avec la Grande-Bretagne, comment celui-ci, et je pense que ce que les ministres de la Défense et chefs d'état-major français successifs ont annoncé, devait continuer d'aller dans ce sens, ainsi que le président de la République lui-même, qui a rappelé d'ailleurs l'alliance franco-britannique dans le domaine de la défense. Comment, finalement, celui-ci perçoit-il
je dirais, après cette démonstration exceptionnelle de la relation dans l'affaire libyenne, comment celui-ci perçoit-il finalement l'avenir avec la question syrienne? Merci, Alistair. Merci beaucoup Jean-François, merci à la FRS pour l'invitation. Alors effectivement, je m'inscris dans une lecture qui est de savoir comment est-ce que finalement les Européens et les alliés ont perçu cette opération en Libye, parce que on voit en France un énorme soutien à la politique militaire et à l'exécution militaire de cette campagne, mais il est intéressant de se demander ce qu'en ont pensé nos autres partenaires, notamment les Britanniques, dans sa conception et dans l'engouement que la Libye a pris finalement en 2011. Et dans une certaine mesure, je pense qu'on a tendance à oublier que la chute du régime de Kadhafi résulte autant de l'intervention extérieure que des avancées plus ou moins structurées des rebelles libyens. C'était un mouvement initialement désorganisé sur le terrain, mais relativement unifié à la fois politiquement et géographiquement. Et les rebelles libyens ont bénéficié d'un entraînement de la part de forces spéciales des pays étrangers, ainsi qu'un arrivage régulier d'armements sophistiqués et d'un appui aérien indispensable de la part des avions de la coalition. Pour ce qui concerne la rébellion en Syrie, ils essayent finalement de constituer cette unité d'opposition, cette capacité à mieux s'entraîner, sans qu'ils aient une opération aérienne de l'OTAN qui viennent, si vous voulez, occuper les forces syriennes qui les répriment. Donc c'était un élément de distinction également. Durant 7 mois d'opération en Libye, nous avons également assisté à des opérations aériennes dans lesquelles les États-Unis ont fourni un soutien logistique déterminant, mais dont le leadership diplomatique et l'impulsion militaire a été dévolu en partie au binôme franco-britannique, ayant plus largement été orchestré dans une campagne menée par des Européens au sein des structures de commandement de l'OTAN. Le Royaume-Uni et la France se sont retrouvés dans ce sens et de façon assez singulière à mener une opération où les États-Unis se sont retirés après la phase initiale. De son côté, l'OTAN elle-même s'est retrouvée engagée de manière insolite, fournissant le commandement mais diplomatiquement effacée derrière le groupe de contact, ce qui pourrait bien avoir des effets structurants sur l'avenir de l'Alliance. L'OTAN ayant par ailleurs été rejoint dans la conduite des frappes par le Qatar et les Émirats arabes unis et la Jordanie, tandis que l'Allemagne s'était abstenue du vote initial de résolution des Nations unies. Le succès de l'opération masque cependant les complications qui peuvent résulter de la stratégie à haut risque qui s'est déroulée en Libye. Dans une série de rapports publiés entre 2011 et 2012 par le RUSI, l'Institut a ainsi observé que du point de vue britannique en tout cas, nombreuses facettes de cette intervention démontraient une certaine improvisation ainsi qu'une certaine dose de bonne chance, tout autant qu'elle soulignait la qualité professionnelle qui est caractéristique à nos militaires. Et selon ses estimations, il avait été jugé que cette opération était curieuse à plus d'un titre et se serait en définitive déroulée dans un environnement étonnamment permissif. Quelles sont donc les leçons de cette intervention, à la fois dans sa conception et dans sa conduite, et dans quelle mesure est-ce que cela pourrait représenter un modèle pour d'autres opérations ? Dans le cas du Royaume-Uni, et bien qu'une structure institutionnelle, le National Security Council, avait été développée quelques mois auparavant afin de mieux organiser au sein de Whitehall le processus de décision politico-militaire, la Libye n'avait visiblement pas été poussée par le nouveau système. En son lieu, c'est l'intervention du Premier ministre et de son choix qui a été jusqu'à imposer cette opération aux Britanniques, malgré les recommandations discrètes de sa chaîne de commandement militaire. Ayant eu à intégrer les effets des coupes budgétaires du SDSR et la façon dont le Royaume-Uni s'est initialement engagé dans l'opération en Libye, c'est fait avec beaucoup moins d'assurance qu'en France. Et bien qu'ayant suivi la France sur tout le long, il est notable que bon nombre d'acteurs au sein du MOD avaient des fortes réserves à l'origine sur le mérite d'une intervention. Venant à la suite du SDSR et de ses effets démoralisants sur la structure de défense du Royaume-Uni à l'époque, le tout, en plus des exigences de l'opération en Afghanistan, une certaine incrédulité devant l'engagement du Premier ministre en faveur de la Libye avait affecté une grande part du corps militaire britannique sur la participation du Royaume-Uni. Partageant les mêmes doutes que celles affichées par le secrétaire d'État de la Défense, Robert Gates, un manque de confiance stratégique envers la mission était palpable au moment où le Royaume-Uni prenait la route d'une intervention militaire aux côtés de la France. L'intervention en Libye a incité une opération très différente s'il n'y avait pas eu l'engagement décisif de la France, et en l'absence tout particulièrement du dynamisme de l'Élysée dans l'articulation du tempo diplomatique, politique et opérationnel de la campagne.
La relation franco-britannique s'est alors trouvée sous l'emprise d'une entente personnelle entre David Cameron et Nicolas Sarkozy, en territoire inconnu où nul ne savait nécessairement où ça allait mener. Donc plutôt qu'une opération purement bilatérale, les Britanniques ont préconisé qu'il était essentiel à la bonne conduite de cette opération sur la durée, que ce soit l'alliance de l'OTAN, disposant d'un moyen de structure de commandement et de l'appui surtout américain, qui soit retenu afin de servir au cadre de l'opération. Mais la campagne a néanmoins démontré les limites des Européens au sein de l'OTAN, relevant leur défaillance au niveau des moyens de renseignement en particulier, comme au niveau des capacités logistiques nécessaires au soutien des forces. La Libye a ainsi mis en relief les domaines importants dans lesquels les lacunes européennes sont les plus criantes, et à cet augure, force est de reconnaître que même l'ingéniosité et la capacité d'adaptation qu'ont pu démontrer les militaires sur le terrain ne peuvent indéfiniment pallier au manque d'investissement dans les domaines de la reconnaissance, de la surveillance ou des ravitailleurs en vol particulièrement. Au Royaume-Uni et dans d'autres pays, le débat a rapidement éclaté concernant l'interprétation généreuse qui a été donnée au texte de résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, préconisant l'utilisation de tous les moyens nécessaires à la protection des civils libyens. Quelle qu'ait pu être l'intention initiale des 5 représentants permanents, beaucoup d'observateurs ont critiqué l'idée selon laquelle l'opération avait muté en guerre de procuration, dont le but ultime était le renversement du gouvernement. Ceci contribuant à avoir des répercussions, on l'a vu, sur la responsabilité de protéger, au vu que la Chine et la Russie se disent trompées d'avoir donné leur assentiment à une opération qu'ils n'auraient pas cautionnée autrement. Ayant été mis devant le fait accompli en Libye, il est évident que l'approbation à une mission même dite humanitaire en Syrie continuera d'être difficile à obtenir. Pour ce qui concerne également l'OTAN, on peut quand même être honnête et voir que ce n'était pas le premier choix de la France que de faire l'opération sous l'égide de l'OTAN et que bon nombre des acteurs européens au sein de l'OTAN étaient divisés également sur l'implication de l'OTAN en tant qu'alliance. Ils se sont sentis précipités dans une opération qu'ils ne souhaitaient pas. Et c'est un peu d'ailleurs ce mécanisme-là que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui, c'est qu'au niveau européen et certainement au sein de l'Union européenne, on cherche à éviter à tout prix une dissociation en termes d'affaires étrangères et de politique d'intervention sur le cas syrien. Mais il existe ainsi certaines conséquences de la campagne en Libye qui affectent aujourd'hui la Syrie. On a souvent entendu l'idée comme quoi la Libye est un mode d'intervention qui pourrait être un modèle pour d'autres campagnes. La première guerre du Golfe avait ainsi suggéré que les coalitions multilatérales pouvaient fournir les conditions jusque-là illusives d'une sécurité collective. La campagne de l'OTAN en Bosnie en 1995, puis ensuite au Kosovo en 1999, avait démontré le potentiel des forces d'intervention afin de réunir différentes factions autour de la table des négociations. Les invasions d'Afghanistan et d'Irak, au cours des premières décennies du XXIe siècle, ont structuré nos forces militaires en vue de grands déploiements terrestres, où les capacités aériennes et maritimes ont joué un rôle de soutien. De la Bosnie à l'Afghanistan, l'intervention a de façon générale aussi été toujours suivie par une phase complexe de peace building, bien que pas toujours conduite sous les auspices de l'ONU. Cependant, dans tous ces cas, les attentes soulevées par les précédents conflits n'ont jamais pleinement été appropriées au prochain. Et il en sera certainement ainsi avec la Libye, guerre par procuration combattue au nom d'une rébellion disparate et dont la résolution n'a pas été le résultat d'une négociation politique, mais bien une victoire totale des rebelles libyens sur le régime grâce à l'appui de l'OTAN. Au-delà du succès militaire indéniable de la Libye, qui a aidé la population à se débarrasser de Kadhafi à moindre coût en termes de vie civile et militaire, et pour autant qu'on peut s'attacher à reproduire en Syrie certaines des méthodes de pression ou tactiques d'accompagnement de cette révolution, la Libye ne représente pas, selon moi, un modèle facilement reproductible. Au Royaume-Uni, par exemple, il n'est pas clair que la décision d'intervenir en Libye, pour autant qu'elle ait été motivée par ce bilatéralisme franco-britannique, il n'est pas clair que cette décision ait tiré les leçons récentes de la prise d'engagement en Irak et en Afghanistan, en ce qui concerne une formulation cohérente et institutionnalisée de la stratégie politico-militaire. L'approche politique selon laquelle le Premier ministre et d'autres membres du cabinet ont pris la décision d'intervenir, bien que selon moi, encore une fois, la bonne décision à prendre, rappelle en définitive l'interventionnisme libéral des années Blair et dont le gouvernement actuel s'était largement distancé. Bien que tranchante et décisive, l'intervention n'avait pas non plus été le résultat d'une décision stratégique au sens où le gouvernement britannique avait défini qu'elle le ferait dans le National Security Strategy.
Que cette méthode soit donc un modèle pour de futures interventions, ou soit plutôt le fruit des circonstances de l'époque, alimente un certain débat parmi la classe politico-militaire à Londres. À l'international également, il faut être attentif de ne pas supposer qu'une intervention occidentale de ce type trouverait automatiquement l'appui du monde arabe. La sympathie qui s'exprime actuellement pour les populations et rebelles syriens au sol s'appliquerait-elle pour les avions de chasse occidentaux dans un ciel au-dessus d'eux, notamment en cas de perte collatérale? La campagne en Libye répondait pour une part à une situation assez singulière où un alignement quasi improbable des astres internationaux s'était effectué afin de donner les conditions propices à une opération somme toute bien menée. Kadhafi n'avait pas d'alliance significative et s'était très vite retrouvé isolé en appelant au bain de sang, contrairement à Bachar al-Assad qui à ce stade dispose toujours d'appui auprès de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah libanais. Le printemps arabe a également évolué depuis et les circonstances en Libye, en Égypte, dans d'autres pays de cette zone n'inspirent pas nécessairement confiance quant aux effets inattendus qu'une intervention pourrait déclencher. On l'a vu, la Libye a été érigée par certains en modèle du R2P, la responsabilité de protéger, mais paradoxalement, c'est l'effet contraire que nous pouvons peut-être voir. La façon dont certains estiment que la résolution a été contorsionnée de l'appui aux populations civiles au profit d'un changement de régime a laissé un goût amer auprès des puissances comme les BRICS qui tiennent encore pour absolu le concept de la souveraineté nationale. Pour ceux défendant le R2P, l'inquiétude résultant du conflit libyen est que la Chine et la Russie, par exemple, interpréteront systématiquement toujours les futures opérations de ce type-là comme une tentative de subversion sous l'égide du R2P, ce qui conditionnera le maintien de leur veto. Je le consens à la fois dans ce que disait Thomas Gomard, que c'est aussi un moyen d'énerver et de frustrer les ambitions occidentales. Ces conclusions donc, ne sont pas malheureusement uniquement théoriques. Le scénario de Benghazi, qui avait été évité en Libye, s'est déjà produit à Homs ou à Alep en Syrie, précisément parce que la communauté internationale n'a pas été en mesure de refaçonner les conditions de cette campagne. Et si la Libye a démontré que des pays qui se sentaient concernés par l'équilibre des puissances ou des sécurités à l'échelle internationale avaient encore la possibilité d'agir, elle démontre également que les circonstances politiques qui la dictent ne sont pas systématiquement transposables. Je finirai rapidement en faisant un point de comparaison avec la Libye, c'est que par rapport à l'engagement des Américains qui était celui de leadership from behind, je pense que la Syrie serait d'un tout autre ordre. Je pense notamment que les États-Unis, pour qui les enjeux de sécurité concernant Israël et dans l'échiquier iranien ne leur permettraient absolument pas de justifier de faire sous-traiter l'opération syrienne par les Européens. Et les Européens, de leur côté, apprécient singulièrement le changement de nature que représente la Syrie par rapport à la Libye. Au vu des nombreuses lacunes capacitaires révélées encore une fois en Libye, ils n'en auraient ni l'appétit ni les moyens sans un appui convaincant des Américains. Finalement, l'effet d'entraînement aussi qu'avait eu la relation franco-britannique et plus particulièrement sous l'effet de l'impulsion du président Sarkozy lui-même, n'est pas non plus au rendez-vous sur le dossier syrien. Ceci est probablement lié, pour une part, au changement de président français, comme avait cherché à le faire souligner justement une de ses rares injonctions pendant l'été à ce que la France en fasse plus. L'ancien président Sarkozy ayant dit « moi, au moins, j'avais agi ». Mais pas seulement parce que l'environnement stratégique en Syrie est, comme nous l'avons vu, plus complexe, mais précisément, selon moi, parce qu'il existe maintenant un précédent libyen. Merci Alastair pour cette analyse qui nous permet de reprendre un peu les perceptions occidentales en les remettant également en perspective du grand parrain américain et bien montrer effectivement, et je partage complètement ce point de vue, qu'il ne peut pas y avoir de leadership from behind dans l'affaire syrienne, c'est absolument impossible. Ce qui d'ailleurs peut même nous amener à douter même aujourd'hui des capacités d'intervention, quelles qu'elles soient, à la fois en raison de l'attitude russo-chinoise, des élections américaines et d'une certaine manière de l'épuisement politique de la France aujourd'hui et peut-être de la Grande-Bretagne. Donc nous sommes vraiment dans une situation où
je dirais, au-delà du discours, qui est un discours très marqué par l'humanitaire et le compassionnel, peut-être que celui-ci est aussi l'expression dissimule finalement un constat d'inaction qu'il va falloir assumer sans doute pendant un certain temps. Je suis malheureusement dans l'obligation de devoir clôturer ici cette séance en raison du fait que nous avons dépassé de très très loin le délai de cette table ronde. Je vous remercie très chaleureusement d'être restés tous et je vous souhaite une très bonne journée en remerciant encore les intervenants. Et pour ce qui nous concerne, et je dirais en guise de conclusion que je ne ferai pas, je me demande si, au-delà de la question libyenne et la question syrienne, la vraie question n'est-elle pas le Mali ? Je vous laisse méditer.